Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Mesdames, Messieurs, lorsque Michel Bouvier m'a demandé de monter dans la barque, je me suis demandé à quel titre. Ce n'est certainement pas au titre de constitutionnaliste, ce n'est pas au titre de fonctionnaire parlementaire, même si dans une vie très antérieure, je me suis moi aussi occupé du budget de la justice. Et je me suis dit, comment puis-je apporter une petite pierre à ce grand édifice? Je crois que je vais essayer de vous donner le point de vue du justiciable, après tout. Justiciable, je l'ai été, et je sors de ces travaux. Je remercie Michel et je remercie Nicolas Maziot de leur organisation. J'en viens tout de suite à ma conclusion, rasséréné. En effet, j'ai entendu, certes, des revendications corporatistes au sens étymologique du terme, mais j'ai surtout entendu l'intérêt du justiciable. Et je voudrais dire que, naturellement, la justice est au cœur de la cité et que le concept d'autonomie de la justice, lié à son indépendance constitutionnelle, est naturellement au cœur du débat parce qu'il représente l'intérêt du justiciable. Et ça, je le dis sans aucune démagogie, je l'ai profondément ressenti, y compris tout à l'heure lorsqu'on nous a expliqué que l'indicateur manquant, c'était l'indicateur de satisfaction du justiciable. Évidemment, il est difficile de le mesurer. Alors, la justice judiciaire a-t-elle les moyens de cette ambition nécessaire? En apparence, oui. La situation budgétaire est, je dois le dire, au risque de choquer, satisfaisante en apparence. Les crédits passent cette année à 6,9 milliards d'euros, hors pension et hors transfert même de 136 millions d'euros qui vont vers la santé des détenus et qui seront pris en compte par un autre budget. Les documents budgétaires affichent une hausse de 1,9% en apparence, 128,3 millions d'euros, et la création de 1000 emplois, dont 100 emplois de magistrats, certes, nous disent les documents budgétaires, pour combler les manques. Selon une tendance habituelle, on l'a vu ce matin, cette hausse profite plutôt généralement à l'administration pénitentiaire. C'est le cas pour les emplois, 732 emplois, mais cette année est une année exceptionnelle à cet égard. Les crédits de l'administration pénitentiaire diminuent et ceux de la justice judiciaire augmentent de 131 millions d'euros. Satisfaction apparente. Est-ce le signe d'un virage qui, au plan matériel, serait nécessaire, voire indispensable? La mission ne peut pas se contenter de ces données. Le groupe de travail a entendu tant de fois l'exposé des difficultés, des carences des crédits pour assurer un fonctionnement normal des services et un entretien des locaux. Les cessations de paiement. Ce matin a même été évoquée l'expression de burn-out. Le justiciable espère que nous n'en sommes tout de même pas là. Ce constat apparaît indéniable. Le récent livre noir de la Conférence nationale des procureurs rappelle que le budget pour la justice par habitant est de 64 € en France, alors qu'en Allemagne, il est de 114 €, en tout cas inférieur à la redevance télévisuelle. Ou encore que le nombre de magistrats par habitant est l'un des plus faibles en Europe, et un hebdomadaire satirique paraissant le mercredi ergote sur l'absence de micro. Ce constat a été aggravé par plusieurs autres éléments partagés par la mission. La gratuité absolue de l'accès au juge, je n'y reviens pas, il faudra en sortir. La question spécifique et récurrente du règlement des frais de justice, qui par un phénomène de boule de neige systématique se reporte en gestion sur l'année suivante. L'interruption en cours d'année des
paiement, l'importance des crédits fléchés, la complexité de la gestion. Donc au final, tout conduit à conclure à l'absence de marge de manœuvre budgétaire, contrairement à l'ambition de la LOLF, qui consistait à donner aux responsables de programme ou de BOP une réelle possibilité de choix de gestion et d'affectation des crédits. Cet objectif n'est clairement pas atteint. Cette question de la faiblesse des moyens budgétaires renvoie donc à celle plus fondamentale de la place de la justice parmi les institutions dans la société. Or, on doit constater l'absence de tout écho, de toute traduction budgétaire de la notion constitutionnelle d'indépendance de l'autorité judiciaire. Pour rappeler le propos introductif, bricolage sur bricolage ne vaut. La justice judiciaire est aujourd'hui sans doute le premier service public, garant de la cohésion de la société, de l'application de la loi, de l'efficacité et de la proportionnalité des sanctions, du juste ordre public. Le service public judiciaire en lui-même ne saurait donc échapper, comme l'a constaté la mission, aux règles classiques de l'arbitrage budgétaire, à l'autorisation budgétaire par le Parlement au sein d'une mission, à la gestion par la performance. Pour autant, faut-il totalement laisser de côté toute réflexion à partir du cadre dérogatoire qui prévoit pour les pouvoirs publics une dotation et non un crédit récapitulé par un programme. Certes, on aurait pu faire une comparaison, elle est abusive. On aurait pu comparer la justice judiciaire avec le traitement budgétaire des autorités administratives indépendantes. La mission a écarté très vite cette solution. D'abord, la plupart des autorités administratives indépendantes ont un droit budgétaire, pardonnez-moi l'expression, bricolé. On me dit « Ah, mais les autorités administratives indépendantes sont à l'abri de la régulation. » Et on me dit « L'écart entre les chiffres et la réalité, c'est précisément la régulation budgétaire. » On l'a dit ce matin. Oui, mais les autorités administratives indépendantes ne sont exceptionnelles que parce que les pouvoirs publics le veulent bien. Je veux dire par là qu'il est arrivé, qu'il arrivera encore, que la régulation budgétaire frappe autant les autorités administratives indépendantes que les autres. On me dit, mais les autorités administratives indépendantes peuvent proposer elles-mêmes leur budget. Oui, mais elles le peuvent. Montrez-moi les textes, je les ai cherchés. Pour la plupart d'entre elles, c'est une pratique. Cette pratique pourrait donc être balayée. Et puis, peut-on comparer la justice et l'activité de telle ou telle autorité administrative indépendante? Faut-il rappeler 942 000 affaires traitées par les 168 TGI, 240 000 par les 36 cours d'appel, 16 243 en ces lieux. Et surtout, la notion d'indépendance constitutionnelle de l'autorité judiciaire exclut à cet égard toute comparaison avec des organismes créés ex nihilo par le législateur en fonction des besoins. Alors il faut bien se référer à la seule notion à laquelle nous puissions nous raccrocher, celle de pouvoir public. J'essaierai, sans être trop long, de me poser 3 questions. Qu'est-ce qu'un pouvoir public au sens budgétaire du terme? Deuxième question, le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'en est pas un actuellement, pourrait-il le devenir? Et troisième question, quelles incidences pourrait-on en attendre pour les services judiciaires? Qu'est-ce qu'un pouvoir public au sens budgétaire du terme? C'est très simple. Premièrement, condition nécessaire mais non suffisante, être reconnu comme tel par la Constitution. Faut-il rappeler, par exemple, cet arrêt, pardonnez-moi, du Conseil d'État de 1921 ? Il convient de ne porter aucune atteinte à l'indépendance absolue qui appartient aux autorités compétentes de la Chambre, il s'agit de la Chambre des députés,
sous le seul contrôle de l'Assemblée elle-même, arrêt Buquet de 1921. Le fondement budgétaire du droit des pouvoirs publics est celui-ci. La séparation des pouvoirs implique une autonomie totale de fixation et d'exécution du budget des institutions elles-mêmes. Le Conseil constitutionnel ayant déduit dans la décision du 27 décembre 2001, citée précédemment par Michel Bouvier, de l'autonomie financière déduit, je cite, la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement. Antérieurement inscrit au sein du titre 2, sous l'empire de l'ordonnance du 2 janvier 1959, les crédits sont inscrits depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, en application de l'article 7 de celle-ci, dans une mission pouvoir public qui échappe à la gestion par la performance. Le principe d'autonomie postule ainsi que l'exécutif ne puisse en rien intervenir dans les actes d'exécution budgétaire. Si le texte identifie la notion de dotation avec celle de pouvoir public, il n'en fournit pas pour autant de critères. Ceux-ci sont issus d'une logique constitutionnelle et de pouvoir public, l'institution citée dans la Constitution, s'inscrivant dans la séparation des pouvoirs et dont l'activité ne peut être assimilée à celle d'un service public. Le caractère constitutionnel d'une institution, pour fondamental qu'il soit, ne suffit pas à lui seul à établir cette qualification. Le Conseil économique et social et environnemental, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Défenseur des droits, pourtant mentionné dans la Constitution, ne font pas l'objet de dotation. Lors de la première application de la LOLF, entre 2001 et 2005, eh bien, on a été pragmatique. On a identifié comme pouvoir public les pouvoirs publics qui étaient auparavant dans le titre 2 et eux seuls. L'autorité judiciaire en a donc été exclue. Pour autant, deuxième question, le Conseil supérieur de la magistrature, qui actuellement n'est pas un pouvoir public, pourrait-il le devenir ? La réponse est évidemment tautologique et elle est positive puisque c'est l'objet de la 21e proposition du groupe de travail.